On se retrouve pour la Belgique se relance. La province de Liège est à l'honneur toute cette semaine. Nous sommes avec nos invités. Christophe, au niveau de la Chambre de commerce, quelle a finalement été la stratégie? On vit cette crise, vous vivez cette crise avec vos membres. Comment on ajuste le tir après? Comment on redéfinit une stratégie pour la reprise, pour la relance? Mais écoutez, je l'évoquais justement, donc les métiers de base étant la mise en relation, on a complètement repensé le modèle et on a tendu vers un modèle plus digital, une offre de services. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, on est en train de développer un portail qui s'appellera MyCCI, que chaque membre de la Chambre de commerce pourra consulter pour accéder à du contenu de formation, des tutos, grâce à nos partenaires dont SD fait partie, pour diffuser de l'information, créer du lien entre nos partenaires et les membres de la Chambre de commerce. Ça se faisait avant sur un temps de midi entre 12h et 14h. Ici, ça peut se faire de manière asynchrone, de manière beaucoup plus fluide, je dirais, et on arrive à capter et à toucher beaucoup plus de personnes que quand on le faisait en présentiel. Donc ça a été clairement mis en œuvre et on espère pouvoir le lancer dans le courant de l'année 2022, ce fameux portail MyCCI, avec tout ce contenu digital, mais également, et ça s'est remis très rapidement en œuvre aussi, repenser notre calendrier d'événements, peut-être le rationaliser, parce qu'on avait plus de 80 événements sur une année à la Chambre de commerce. On va vraisemblablement concentrer ces événements-là dans des événements plus ponctuels, plus massifs, où on permet, et là je parle de l'après, donc du post-Covid, on permet à plus de monde de se rencontrer au travers de nos événements. Ok. Marielle, c'est la reprise pour SD Works, ça veut dire quoi? Finalement, je me posais la question, Charlotte, en préparant l'émission, tout simplement parce que comme on n'a jamais eu d'arrêt, on s'est finalement dit que la reprise, il n'y avait pas vraiment de reprise. Ce qui a changé, c'est qu'effectivement, on est revenu un petit peu, on va dire, à nos tâches de base pour notre métier core business qui est le secrétariat social. Moi, de mon côté, je me suis rendu compte que il y avait un véritable besoin chez les chefs d'entreprise, chez les managers de se réinventer après cette crise. C'est quelque chose que j'ai vu. Donc les entreprises fonctionnaient bien. Je crois que chaque chef d'entreprise connaissait ses responsabilités. On a parlé beaucoup des soft skills, des compétences humaines, et effectivement, comment motiver ces équipes, comment faire un bilan financier avec des équipes par Teams finalement, comment licencier quelqu'un par Zoom. Et ce sont des choses qui ont eu lieu en 2020 et qui auront encore lieu cette année, et peut-être, vu le Codeco qui est annoncé vendredi, on en parlait ici, peut-être encore en 2022. Et je sens qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse chez les chefs d'entreprise, qu'ils soient jeunes, expérimentés, de devoir réinventer leur rôle maintenant de coach. On parlait beaucoup de l'humain. Et je les accompagne dans ce genre de choses parce qu'on se rend compte que la communication, évidemment, c'est une base. Alors tout le monde dit oui, évidemment, qu'en tant que chef d'entreprise, nous savons communiquer. Je reconnais que dans certaines entreprises, ça a été extrêmement difficile, où ce rôle a été dévolu au manager de première ligne ou à la responsable des ressources humaines. Et le CEO, le PDG, le directeur général était resté dans son bureau, finalement un peu coupé des équipes. Et ça, c'est un challenge, vraiment, dans la principauté, de redire au patron, il y a eu une époque, maintenant il y en a une autre. Et vous devez vraiment être orienté dans le coaching et le management en direct de vos équipes. Et vous faites ça? Vous les prenez par la main? Je les prends par la main, je les coach personnellement avec leurs faiblesses, leurs points forts, comment ça marche dans l'entreprise, quels sont leurs défis de communication, qu'est-ce qui est attendu de leurs équipes, quel est leur style de communication pour qu'eux puissent être plus à l'aise que demain nous retournions en télétravail forcé, qu'ils doivent circuler sur différents sites ou qu'ils soient dans leur entreprise comme ils l'avaient été jusqu'auparavant. Il y a vraiment un nouveau challenge, je trouve, dans le chef d'entreprise. Donc le métier est encore plus compliqué, je trouve, qu'avant la pandémie, parce qu'on ne se contente pas que de gérer la boutique au point de vue financier et opérationnel. Voilà. Thierry, est-ce qu'il y a une crainte avec l'arrivée de ce Codeco de vendredi? Vous sentez une crainte de devoir replonger à nouveau? Mais on sent, donc je distingue le personnel de Technifutur et les formateurs internes ou externes, donc on est à peu près de l'ordre de 180 personnes en équivalent temps plein, mais sur site on a pratiquement 250 personnes tous les jours, plus les stagiaires, donc ça fait 600-700 personnes suivant les journées. Et donc il faut distinguer entre le personnel, je veux dire, ou les fournisseurs sur site et les stagiaires, et on sent une lassitude, ça c'est sûr qu'il est difficile, vous savez, enfin je crois qu'on le vit tous ça dans son environnement professionnel, mais quand vous devez porter le masque, quand vous avez une
capacité opérationnelle aussi dans les salles de cours ou dans les ateliers est réduite de 30%, puisqu'il faut une distanciation. On a dû tout réaménager, ça on ne se rend pas compte. On a un parc machine sur quasiment 20 000 m² sur les 2 sites, à Francorchamps et à Seraing. Donc c'est un travail gigantesque. Donc les efforts qui ont dû être consentis par le personnel, par les fournisseurs sur place, mais aussi par les stagiaires, les clients, c'est gigantesque. Et donc à un moment donné, effectivement, il y a toujours un peu ce yo-yo. On a eu des confinements, première vague, deuxième vague, troisième vague. Maintenant, on parle d'une 4e vague, qui ne sera certainement pas d'un même impact. Mais donc on s'attend quand même à de nouvelles mesures. Et je peux vous dire, quand vous êtes 8 heures par jour avec le masque dans une classe de cours ou derrière des machines, on a vu des images de Technifutur, des machines-outils à commande numérique ou en électricité ou que sais-je encore, ça devient fatigant. Ce qu'on essaie de mettre dans la tête, et je crois que les gens s'en sont bien rendus compte maintenant, ce qui peut être aussi une opportunité à Liège comme ailleurs, c'est que la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on est sûr de rien. Donc vivre avec l'incertitude. Oui. Or, on est dans un monde peut-être pas comme nos arrière-grands-parents, nos grands-parents qui faisaient leur carrière, avaient un environnement plutôt sécurisé, un emploi à vie, etc. Donc l'incertitude qui a été provoquée par cette crise du Covid, donc tout l'accompagnement social, psychologique est important, et donc les gens se rendent compte progressivement qu'on vit avec une incertitude et que rien n'est jamais acquis, qu'il faut tout le temps s'adapter, innover, etc. Et puis encore un mot sur Technifutur, mais je pense que beaucoup d'entreprises à Liège ont vécu la même chose. Le distanciel, c'est bien, que ce soit pour le télétravail, qui était quand même fort encouragé, ou l'activité professionnelle, chez nous c'est la formation à distance, mais il faut aussi du présentiel. Alors évidemment pour les liens sociaux, on en parle régulièrement, mais surtout aussi si vous prenez des formations industrielles, Christophe le disait tout à l'heure, une entreprise industrielle ou technologique, un soudeur, il faut quand même bien à un moment donné qu'il soude, vous ne faites pas ça en distanciel tout le temps. Un technicien en usinage, tournage, fraisage, on a vu des images tout à l'heure, il faut qu'il aille derrière une machine à un moment donné pour pouvoir apprendre la formation en réel. Dans les entreprises, c'est la même chose. Bien entendu, un électricien, il doit faire à un moment donné du monteur, câbleur, de l'installation sur des armoires électriques, etc. Donc, ce qui est très compliqué pour nous, mais je crois pour beaucoup d'entreprises, c'est évidemment pouvoir s'adapter aux contraintes sanitaires, il faut le faire, pour la santé des gens et pour le respect tout simplement des réglementations, mais aussi reprendre une activité en présentiel, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui ne peuvent pas être faites à distance. Et alors, pour terminer, dans un contexte où nous sommes en première ligne, mais beaucoup d'entreprises pourront le dire ici, où nous avons quasiment tous nos métiers à Technifutur qui sont dans des fonctions critiques ou en pénurie. Oui. Et donc dans le même temps où il y avait ce confinement, où il y a eu cette crise, on nous demandait, mais si je regarde le top 8 des métiers en pénurie sur la province de Liège, il y a 3 grands groupes en gros. Il y a tout l'assemblage, donc soudeur, chaudronnier et tuyauteur. Vous avez les métiers de l'usinage, à commande numérique ou sur machine conventionnelle, les tourneurs, les fraiseurs, etc. Et un 3e groupe, Christophe y a fait allusion tout à l'heure, c'est tous les métiers d'électromécanique, de la maintenance industrielle, de l'électricité industrielle, etc. Et donc, c'est difficile de répondre à ces besoins qui sont en pénurie. Les entreprises ont beaucoup de difficultés à recruter dans ces fonctions critiques. Ne parlons même pas de la construction, avec les inondations qui en a remis une couche. Et en même temps, avoir des contraintes où on est sous une certaine pression qui nous empêche de pouvoir faire plus. D'ailleurs, un petit message dans ce contexte-là, on ne comprendrait évidemment pas qu'on soit, à l'heure des arbitrages budgétaires, évidemment, dans une réduction des budgets, notamment pour la formation dans ces métiers en pénurie, dans les centres de compétences, comme dans d'autres opérateurs de formation, où il faut faire toujours plus et mieux, avec des moyens de financement, notamment public, qui seraient un peu contraints. Donc, et cette pénurie, elle était là avant ? Oui, tout à fait. On était là déjà avant la crise. C'était un vrai problème pour les entreprises. Je pense que Thierry met le doigt sur un vrai sujet. En dehors de toutes les problématiques induites par la pandémie, on était déjà face à une vraie crise de vocation pour les métiers techniques. Oui. Ce sont des métiers qui sont très peu délocalisables, où il y a une énorme valeur ajoutée, où on touche à l'humain et au digital à la fois, puisqu'on doit être en présentiel. On ne peut pas se retrouver chez soi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est des métiers qui ont un problème d'image? Oui, je pense qu'on est en train de subir finalement les conséquences d'une dévalorisation de l'enseignement technique et professionnel qui était plutôt une filière de relégation. Oui. On a toujours tendance à penser qu'il vaut mieux se retrouver dans une banque ou derrière un PC à travailler. Là, on a réussi sa vie selon papa et maman. Oui. Et papa et maman ont tendance à peut-être trop orienter leurs enfants vers des métiers qui finalement sont peut-être plus sujets à la délocalisation et à la numérisation. Tandis que des métiers techniques,
techniques, que ce soit soudeur, mécanicien, électromécanicien, plombier, chauffagiste, tous ces métiers-là, on n'a pas encore inventé un robot qui est capable de raccorder une armoire électrique dans une sous-station d'une industrie à Liège. Oui. Et donc, ces métiers-là sont des métiers de terrain, sont des métiers extrêmement valorisants, parfois difficiles, hein, c'est des contextes industriels, il faut pouvoir s'adapter, mais c'est des métiers passionnants. Et je pense que chez les jeunes aujourd'hui, à l'heure de leurs 14, 15, 16 ans, parfois ils sont en difficulté dans l'enseignement général, ils ne voient pas nécessairement bien le bout du tunnel dans cette orientation-là. On devrait pouvoir les encourager à aller vers des métiers dits manuels, à orientation technique. Et créer aussi des liens vers des formations de type post-universitaire ou universitaire qui les amènent vers plus de qualifications. On peut aller des métiers techniques vers des métiers ultra techniques et très performants au niveau industriel. Michel, il est question de pénurie aussi dans Tout à votre fait, secteur. ça nous a fortement évidemment touchés et préoccupés ces derniers mois. Les pénuries, notamment au niveau des filières d'approvisionnement internationales de nos entreprises. Oui. L'humain et la qualité des employés et des ouvriers est une chose qui est d'ailleurs recherchée par toute une série d'entreprises, qu'elles soient belges ou étrangères, les investisseurs étrangers. Leur accueil en Wallonie, c'est aussi le métier de la WEX. Je crois qu'on doit vraiment apprendre aujourd'hui des leçons de la résilience et du rebond que nos sociétés ont effectué durant ces derniers mois. 4 exemples au niveau de la WEX. 1, la digitalisation. Ce n'est plus seulement un moyen de communication, c'est un moyen de travail, comme je le disais tout à l'heure, et ça permet également avec des aides supplémentaires, notamment dans le cadre du Brexit, de l'enveloppe Brexit qu'on va avoir au niveau du gouvernement wallon, de pouvoir digitaliser davantage les entreprises. Pas seulement l'e-commerce, bien entendu, pour les entreprises agroalimentaires, pour les entreprises qui ont des produits de consommation, c'est un vecteur de diversification très intéressant, mais également pour les sociétés de maintenance, les sociétés industrielles qui, à distance, peuvent utiliser le digital. Maintenant, je pense qu'on ne fera plus des voyages de 5000 km pour aller présenter un PowerPoint à l'étranger. Oui. Donc tout cela va se réinventer grâce à la digitalisation. Deuxièmement, les talents, on en parlait. Nous aussi, au niveau de la WEX, nous avons notre programme de talents qui s'appelle Explore. Nous allons le rénover, le réhabiliter en donnant la possibilité justement à des jeunes sans emploi ou avec peu de qualifications d'être formés et d'une manière beaucoup plus durable que les 3 mois que nous donnons aujourd'hui comme possibilité de stage à l'étranger, passer sur 1 an, rémunéré dans le cadre d'un programme qui s'appelle Explore Plus et que nous aurons l'occasion finalement de donner davantage de possibilités aux entreprises internationales qui ont une orientation internationale de s'adjoindre des agents de qualité. Et troisième chose, et c'est probablement le plus important, c'est parler d'écosystèmes. Les écosystèmes aujourd'hui en Wallonie sont vraiment la clé. Un investisseur étranger nous dit souvent « je ne recherche plus une aide fiscale ou bien une aide financière ou un terrain qui est bien situé, je cherche 2 choses. 1, des talents, et là mes collègues sont plus à même d'en parler, et je recherche également des entreprises qui forment un écosystème complet dans lequel je peux venir m'intégrer et travailler, faire du business très rapidement par rapport. Et donc ces écosystèmes qui ne sont finalement, depuis 15-20 ans, le début des pôles de compétitivité en Wallonie, on a beaucoup aidé l'émergence de nouvelles filières en Wallonie, de filières fortes qui sont assez verticales. Aujourd'hui, nous devons passer au volet qui permet à ces filières verticales de se croiser entre elles et de trouver au niveau des chaînes de valeur de nos entreprises davantage de valeur, de compétitivité et donc de concurrence au niveau non seulement européen mais également international. Vous parlez de valeur, on avait échangé ensemble, Marielle, en préparant cette émission, sur donner plus de valeur aux entreprises pour qu'elles soient plus attractives. Absolument. Et je rebondis finalement sur cette pénurie des métiers techniques et autres. Chez SD Works, nous recrutons des personnes avec un niveau bachelier ou master. On a une grande université à Liège, on a de très bonnes hautes écoles et je suis logée à la même enseigne que Christophe ici en face. J'ai beaucoup de mal à attirer chez SD Works qui... je pensais naïvement, était un groupe attractif, international, avec des possibilités. Et on s'est vraiment posé la question, pourquoi est-ce que c'est nos annonces qui sont nulles? Est-ce que le métier de conseiller client est trop compliqué? Est-ce que commercial n'attire plus les foules? Et je pense que c'est un véritable défi de la principauté, que les gens se disent aussi que c'est bien de travailler à Liège, mais que de temps en temps, on ne sait pas juste tourner 5 minutes autour de sa maison. Il y a une vraie mentalité, je trouve, qui nous retarde en Wallonie, qui est dans les nouvelles générations principalement, un retour un petit peu à vraiment cet équilibre vie privée, vie professionnelle, et ils ont bien raison, mais parfois poussé à l'excès. Donc je vais prendre un exemple concret. Quelqu'un postule au bureau de Liège, on lui dit, tu sais, dans ta formation, il y aura quelques jours de déplacement sur Bruxelles.
comme nous le sommes aujourd'hui tous ensemble avec vous, Charlotte. Et oulala, c'est très 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 compliqué. Donc c'est déjà un frein au recrutement. Okay. Donc quelque part, il y a un challenge aussi dans les écoles, quelles qu'elles soient, et dans les centres de formation, de leur expliquer aussi que c'est des jobs, il y en a, mais qu'il faut parfois sortir un petit peu de sa zone de confort, parce que c'est pas évident. Et c'est vrai qu'on s'est demandé beaucoup chez SDWorks, est-ce que notre entreprise est sexy? Pour utiliser un petit mot un peu provocateur, mais on s'est dit, est-ce que c'est sexy un groupe comme SD? Et finalement, j'ai posé la question à plein de clients qui m'ont dit, mais Madame Grégoire, c'est quoi une boîte sexy? Nous, on fait ça, nous, on fait ça. Il y en a qui payent des milliers d'euros dans des boîtes de communication pour rédiger leur offre d'emploi. Est-ce qu'on arrive à la responsabilité sociétale, là? Mais complètement, et ça, je rejoins tout à fait Thierry. Je suis tout à fait à 1000% derrière les jeunes qui sont dans des situations complexes, et on l'a vécu ici avec les universités confirmés, etc. Mais quand moi je les reçois en speed date, vu que maintenant tous nos recrutements se font principalement aussi en digital, je me dis, est-ce qu'ils sont conscients de ce que est la réalité économique aujourd'hui dans une entreprise, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit de service, qu'elle soit à l'international? Il y a beaucoup d'attentes de leur part, mais je ne pense pas qu'ils ont toujours cette ouverture de vouloir vraiment donner tout ce qu'un employeur, en tout cas à l'heure actuelle, attend. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que la valeur travail a chuté? Est-ce que selon moi, il y a quelque chose qui a été abîmé là? Oui, selon moi, oui, la valeur travail. On a beaucoup critiqué la génération de nos parents, un peu la famille classique. Papa n'était jamais là. C'est un petit peu le cas encore des nouvelles générations maintenant. Beaucoup de pression sur les nouveaux papas qui doivent beaucoup aider les jeunes épouses à gérer les enfants. C'était un petit peu moins le cas dans la génération, en tout cas de mes parents, ça c'est clair. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a plus tellement envie de travailler à temps plein. Moi, la plupart des jeunes femmes qui démarrent chez moi voient très bien le début de leur carrière à temps partiel, avec du télétravail, avec pas trop de déplacements. C'est vraiment une autre approche du boulot que nous, où on était tout contents de décrocher un job après nos études et on allait où le patron nous disait d'aller. Voilà. Oui, c'est vrai que le monde change et on vit tout ça au niveau professionnel, dans sa famille, dans son quartier, n'importe où. C'est un peu la mentalité, et pas uniquement chez les plus jeunes, mais en tout cas certainement chez les plus jeunes. Le travail, c'est quand je veux, où je veux, comme je veux. Et à l'entreprise de me proposer quelque chose. Je me souviens quand j'ai commencé ma carrière il y a 25 ans, on avait sorti à Agoria, puisque j'ai travaillé avant Agoria, qui s'appelait Fabri Metal à l'époque. C'était les jeunes dont l'industrie ont besoin, dont les industries ont besoin, les jeunes dont l'industrie a besoin. Aujourd'hui, on pourrait dire c'est l'industrie dont les jeunes ont besoin. En fait, à l'époque, c'est l'entreprise qui choisissait ses collaborateurs. Maintenant, c'est les jeunes qui choisissent lorsqu'ils sont qualifiés et motivés. Absolument, il faut d'abord avoir la qualification et la motivation, mais qui choisissent. Alors, on peut se lamenter, mais c'est une réalité. Et ce qui me frappe, c'est que je constate que beaucoup d'entreprises ont pris en compte ce changement culturel presque. Les plus jeunes, ce qui les intéresse, c'est un projet qui les fait vibrer, enfin, qui les motive. Et si ça ne motive plus, on passe d'une entreprise à une autre pour trouver le projet. Ça peut être une opportunité, parce que quand vous avez un jeune qui sait déjà ce qu'il veut faire, qui veut avoir un projet qui l'excite, si on peut dire, c'est une motivation, de l'innovation et c'est de l'engagement dans l'entreprise. C'est ce que j'allais dire. Je pense c'est très positif. On peut parfois un peu stigmatiser les jeunes, mais moi, ce que je constate au quotidien à la Chambre de commerce, on le voit, c'est qu'il y a un vrai élan pour l'entreprise. Tout à fait. Donc il y a énormément de jeunes qui se lancent et qui créent leur start-up. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, tout à fait. Oui, tout à fait. Ils sont tournés vers l'entrepreneuriat. Il n'y a jamais eu autant de jeunes qui se lançaient dans la grande aventure de l'entrepreneuriat, avec tous les risques que ça comporte. Mais ils ne les regardent pas. Ça donne du sens à leur vie, à leur jeune carrière, de créer leur propre projet et de tenter. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau que je pense qu'on peut remettre en perspective pour l'avenir. C'est qu'on n'a plus peur de l'échec. Avant, on stigmatisait beaucoup l'échec. Ici, on se rapproche du modèle américain, là. Voilà, tout à fait. Alors après, ça peut ne pas fonctionner. On va finir par l'accepter. Et je pense que cette nouvelle génération, elle est capable de faire de belles choses si on donne du sens à leur... Allez, on avance dans cette émission. On se retrouve juste après la pub pour continuer sur les forces et les faiblesses de cette province de Liège. À tout de suite.